Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire aujourd'hui intitulé Collaboration efficace entre vos équipes commerciales et marketing. Est-ce un objectif réaliste ou une chimère? Nous apprécions que vous preniez le temps de vos agendas chargés et espérons que vous trouverez le contenu de cette session à valeur ajoutée. Avant de démarrer, permettez-nous tout d'abord de vous faire part de quelques détails logistiques. Donc, les microphones de nos participants sont en mode silencieux pour des raisons de qualité audio. Cependant, nous vous encourageons à poser vos questions en utilisant le panel de questions ou le chat qui se trouve à droite de votre écran. Nous avons alloué un temps dédié à vos questions qu'on prendra donc à la fin de ce webinaire. Enfin, cette session est enregistrée et sera mise à disposition en vidéo et également la présentation sous format PDF. Alors maintenant, j'aimerais bien vous présenter nos intervenants du jour. J'ai le plaisir de vous introduire Marine Touvenin et Olivier Mourieras. Je vous laisse vous présenter vous-même. Oui, bonjour à tous, merci Charline. Alors tout d'abord, je suis ravie de participer à ce webinaire avec un sujet qui nous concerne tous aujourd'hui. Alors pour me présenter rapidement, je suis donc Marine Touvenin, directrice Europe du réseau partenaire Sugar CRM, mais j'ai été pendant un peu plus de 10 ans directrice commerciale, donc amenée très souvent à collaborer avec les équipes marketing. C'est la raison pour laquelle ce sujet qui porte sur l'alignement des équipes commerciales et marketing me parle beaucoup. Et aujourd'hui, pour en parler, je serai accompagnée par Olivier Mourieras. Bonjour Olivier, je te laisse te présenter à ton tour. Bonjour Marine, bonjour Charline et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce nouveau webinaire. Merci en tous les cas de l'invitation. C'est un privilège de pouvoir faire ça à vos côtés. Pour ma part, je suis fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle CX Impact et depuis 2017, on accompagne des entreprises dans leur transformation, pour les entreprises qui cherchent à être plus orientées clients, à placer le client au cœur d'un cercle vertueux de croissance. Avant 2017, j'étais directeur de l'expérience client pour un groupe énergétique en Allemagne qui s'appelle E.ON, qui est un peu le Engie allemand, qui opère sur une douzaine de pays et sert 50 millions de clients, tous segments confondus. Et auparavant, jusqu'en 2011-2012, j'étais responsable de l'expérience client et d'opérations à Orange Business Services sur le périmètre international. Voilà. Merci Marine et Olivier. Je m'appelle Charline Elézy, je suis directrice marketing client chez Sugar. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire aujourd'hui depuis notre bureau européen. Alors, avant de sauter dans le vif du sujet, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre programme du jour. Nous allons définir d'abord qu'entend-on par la collaboration des équipes commerciales et marketing et pourquoi est-ce si important. Puis, nous allons aborder les défis de collaboration les plus courants et leurs coûts potentiels pour l'entreprise à partir de notre expérience partagée. Enfin, nous échangerons sur des idées pour construire la recette du succès, pour une collaboration efficace entre ces deux départements. Et comme je le disais avant, nous aurons du temps pour vos questions. Donc, sans plus attendre, je passe à présent la parole à Olivier. Merci à tous et bon webinaire. Merci Charline. Alors donc, on a un programme assez chargé, mais avant de rentrer dans le sujet, on s'est dit qu'on allait parler un peu de l'expérience client et pourquoi c'était important. Enfin, la collaboration entre l'équipe marketing et commerciale était importante pour l'expérience client. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs, on sait que l'expérience client c'est un impératif pour les entreprises qui cherchent à se différencier, devenir leader ou au moins d'être dans le premier tiers de leur secteur. Et on sait aussi que la collaboration sur des interactions clés dans le parcours client, la qualité de la collaboration entre nos collègues, entre nos équipes, est absolument clé pour la simplicité, la fluidité, éviter que des clients aient à répéter certaines choses lorsqu'ils nous appellent, lorsqu'ils nous parlent, lorsqu'ils sont en contact avec notre marque. Il y a aussi à souligner une chose, c'est que l'expérience client, ça n'est pas le service client. Le service client fait partie de l'expérience client. L'expérience client est beaucoup plus vaste puisqu'il s'agit de ce que un client retient de toutes ses interactions, directes ou indirectes, quels que soient les canaux, avec une marque. Donc c'est assez vaste et du coup ça implique beaucoup de transversalité et une orchestration assez forte. À ce propos, il y a un certain nombre de choses que je souhaite partager avec vous que font les entreprises qui gagnent. Ce que j'entends par entreprises qui gagnent, ce sont celles qui ont une ambition de mener ou d'être leader sur leur marché, sur leur secteur, et qui y arrivent.
Elles ont tout d'abord, donc parmi ces attributs, il y a tout d'abord une stratégie qui est assez claire, mais surtout qui est comprise par tous. Toutes les fonctions de l'entreprise sont parfaitement alignées sur ce que l'on cherche à faire. D'accord? Donc ça, c'est la condition, une des conditions sine qua non. Ensuite, il y a derrière cela le comment. Comment y arrive-t-on? Comment allons-nous livrer la promesse qui est faite à nos clients? Et c'est ce que j'appellerais la promesse tenue, c'est transformer tout ça en une expérience qui soit cohérente, simple, personnalisée, pertinente et qui aide le client à résoudre son problème. Donc, il y a une orchestration d'ensemble à effectuer et ça peut se faire par le biais d'objectifs partagés entre des équipes, mais pas que, on va en parler dans un instant. Un autre facteur de succès, c'est la connaissance client. Je pense que c'est aussi important que les deux premiers. Si on ne connaît pas les clients, on a une connaissance diverse ou disperse de nos clients, eh bien, la façon dont on va répondre à leurs souhaits, à leurs besoins, eh bien, va nécessairement différer et du coup, l'expérience de bout en bout ne sera pas consistante, ne sera pas cohérente. Cette connaissance, elle n'est pas que dans le marketing, que dans les ventes ou d'autres fonctions, elle doit être la même à travers toute l'entreprise. Hein, on va tous agir avec la même partition comme des musiciens dans un orchestre. Enfin, non seulement elles connaissent bien leurs clients, mais en plus elles vont se définir par rapport aux besoins des clients des objectifs. Et tout ce qui signifie objectif signifie aussi pilotage, donc des pilotages par des rituels très fréquents, très cadencés et surtout pluridisciplinaires. On ne va pas faire des rituels que dans les silos, mais en faire en sorte que tout le monde, collectivement, dès lors que ça fait sens, bien sûr, contribue à l'atteinte des objectifs du client, qui sont probablement, et la plupart du temps, de résoudre un problème. Donc, toutes ces caractéristiques de collaboration, d'alignement et de pilotage s'appliquent particulièrement dans les parcours d'achat pour les clients et du coup sont particulièrement pertinents pour les équipes de vente et les équipes de marketing. Voilà pour planter un peu le décor. Ceci dit, donc on va y rentrer. Marine, je crois qu'on a encore quelques progrès à faire. Oui, je pense aussi. Merci Olivier. En tout cas, tu as dit très justement tout à l'heure que l'expérience client elle est souvent encore confondue avec le service client. Tu as même rajouté, et c'est vrai, hein, ce n'est qu'une partie de l'expérience client. On voit des efforts, mais qui ne sont pas suffisants. Hein. Le service client ne permet pas d'améliorer l'alignement entre les équipes commerciales et marketing. Ça n'a rien de surprenant. Hein. Et d'après mon expérience, moi qui ai longtemps collaboré avec les décideurs des projets informatiques, cette remarque, elle revient régulièrement et ne date pas d'hier. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle de l'alignement. Et d'ailleurs, notre sondage le confirme, hein, il y a vraiment un réel problème. Donc, que dit notre sondage? Alors, tout d'abord, on a interrogé des professionnels des deux services marketing et commercial, donc ils se sont exprimés. On leur a demandé ce qu'ils pensaient des deux départements, si ces deux départements étaient alignés. Et là, sans grande surprise, ils nous ont répondu, seuls 33% des responsables commerciaux et marketing pensent que leurs équipes sont bien alignées. Et d'ailleurs, ce sont les spécialistes du marketing qui sont les moins optimistes, puisque seuls 2% des personnes interrogées pensent que les équipes sont parfaitement alignées. Elles pensent d'ailleurs que le problème vient d'un déséquilibre entre les objectifs et les actions menées par chaque département. Donc, à quel niveau se situe le problème? On a creusé, en se servant d'ailleurs de notre sondage, et les résultats montrent que les principales raisons de ce déséquilibre sont premièrement une mauvaise communication. Et en deuxième position, on voit que les équipes sont motivées par des objectifs totalement différents. Et ensuite, le fait que les équipes ne partagent pas leurs données entre elles. Donc, Olivier, tu en penses quoi de ces résultats? Oui, ça fait tout à fait sens. Or, lorsque je réfléchis au projet que l'on mène avec nos clients, ce que l'on constate, c'est que parmi ces trois, il y a une cause racine. Et
alors, je vais faire simple hein, pour qu'on ait des actions à sortir de ce webinaire et qu'elles soient limitées. Mais s'il y en a une sur ce slide, une idée à prendre de ce slide, c'est que, en fait, le fait de ne pas avoir d'objectif partagé représente la cause racine des deux autres. Et je m'explique. Si on dit qu'on est dans un jeu et qu'on ne partage pas les mêmes règles du jeu, eh bien, on a peu d'intérêt à partager des indices, à partager, à échanger sur les règles, sur les scores respectifs. Chacun, dans les cercles qui utilisent les mêmes règles du jeu, eh bien, vont faire leur jeu, mais vont pas communiquer avec les autres. Et si, au sein de l'entreprise, on a des objectifs qui ne sont pas partagés ou convergents, eh bien, il va se produire exactement la même chose. Et je pense que donc pour revenir à l'image de l'orchestre, eh bien, on utilise des partitions différentes et le résultat n'est pas audible. Le résultat pour les clients sera une expérience qui sera diffuse, qui sera inconsistante et probablement nécessitera beaucoup d'efforts de la part du client, en particulier dans cette phase critique qui est la phase de la phase d'achat. Donc voilà, Marine, notre lecture à nous, c'est que parmi ces trois facteurs, il y a une cause racine qui est le manque d'alignement dans les objectifs. Bien sûr. Je pense d'ailleurs, Olivier, qu'on peut aller plus loin, s'interroger sur le plan relationnel, hein, par exemple. T'en penses quoi? Ah oui, alors le plan relationnel, avant de rentrer dans sur le plan relationnel, je pense qu'il y a des facteurs peut-être de contexte et qui sont des facteurs cachés sur lesquels j'aimerais un peu élaborer. Et j'aimerais prendre l'exemple d'une phase d'achat dans le domaine du B2B, puisque c'est là c'est là que, en fait, ces facteurs cachés, ces problèmes cachés sont plus mis en exergue. L'acheteur, dans le B2B, il interagit avec une multitude de parties prenantes, dont l'équipe commerciale, dans l'équipe marketing. D'accord? Donc ça, c'est un premier fait. Mais pas que. Il va aussi s'inspirer de ces relations qu'il a éventuellement avec des entreprises concurrentes. Il va aller chercher de l'information sur Internet. Et du coup, dès lors qu'il va interagir avec notre marque à travers différents canaux et à travers différents interlocuteurs, eh bien, ça va nécessiter un grand alignement. Et donc, non seulement cet alignement est très important, mais on sait d'une analyse de Gartner que par ailleurs, l'équipe commerciale et l'équipe marketing, dans leur interaction avec leurs clients, ont une fenêtre d'interaction qui est extrêmement courte puisqu'il s'agit de 5% seulement du temps du client qui est consacré à échanger avec les équipes de la marque dont il souhaite acheter. Et cela explique en fait que on s'aperçoit qu'on a une fenêtre de tir qui est très très courte, on s'aperçoit qu'on a des parties prenantes qui sont multiples. Gartner font état d'ailleurs de 77% des acheteurs non B2B qui pensent que la phase d'achat est très très sophistiquée pour deux raisons. Il y a il y a au moins 10 interlocuteurs dans cette phase d'achat et la phase d'achat est considérée par les équipes commerciales et marketing comme un flux linéaire. Ce que j'entends par là, c'est une ligne droite. Alors qu'on sait bien, lorsqu'on est acheteur, eh bien, on vient, on s'inspire de différents endroits. Donc, notre parcours est tout sauf linéaire. Et donc, on a un contexte, en particulier dans le B2B, qui est assez sophistiqué. Donc, je résume, une grosse cartographie de parties prenantes, pour parler techniquement, enfin, beaucoup de monde, qui doivent être parfaitement orchestrés, parfaitement alignés, et une fenêtre de tir qui est extrêmement étroite, durant laquelle, eh bien, on ne peut pas se rater. Donc ça, c'est le contexte. Pour revenir sur ta question, Marine, sur le plan relationnel, cela s'ajoute le fait que les commerciaux pensent que les marketeurs sont uniquement là pour générer de la visibilité. Et à contrario, les équipes marketing pensent que les commerciaux sont uniquement là pour générer ou pour fermer des commandes et atteindre leurs objectifs sur la base d'un pilotage hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. Et du coup, lorsqu'on combine le contexte que j'ai planté, qui est assez sophistiqué, plus des croyances, et ça c'est d'ailleurs les deux idées préconçues là que je viens de partager, qui sont des grands raccourcis pour notre audience. Ils vont, je suppose, réagir, dire bon, c'est quand même un peu simpliste, mais c'est ce que nous révèle une étude qu'a menée Forrester en 2021, donc c'est très récent.
Lorsqu'on combine tout ça, on s'aperçoit que les parties prenantes, c'est très compliqué, et dès lors que l'aspect relationnel ne fonctionne pas super bien, on n'est pas très aligné sur la compréhension mutuelle des rôles des uns et des autres, ça ne peut pas fonctionner, Marine. Je souhaiterais, sur la page suivante, au-delà de l'aspect relationnel, donc il y a le contexte, et il y a cet aspect qui est sophistiqué, et il y a un aspect donc des compréhensions mutuelles des rôles. À cela s'ajoutent des métriques qui sont pas nécessairement les mêmes. Premièrement, alors bien légitime, tous les métriques que vous pouvez voir sur le transparent maintenant, bon, ce que le marketing mesure, ce que les équipes, typiquement les équipes commerciales mesurent, et d'ailleurs pas dans tous les cas, hein, il ne s'agit pas de mesurer nécessairement pour avoir du succès tous ces indicateurs-là, mais ils sont différents. Et on voit très facilement, là on peut dessiner comment un pilotage isolé sur la base de ces métriques, dans le marketing ou dans le commerce, comment est-ce qu'on peut renforcer sans le savoir des silos qui sont déjà présents. Mais pour autant, c'est difficile de faire converger des équipes sur la base de métriques uniquement ou sur la base de rôles et responsabilités parce que ça n'est pas planté dans un contexte réel. Donc ça devient rapidement un débat stérile sur qui doit faire quoi et des croyances personnelles ou des préférences même personnelles. Donc j'aimerais partager une solution, une première solution pour essayer d'avancer, et ce serait sur le transparent suivant, c'est d'essayer d'aller au-delà des notions de produits, de services, de marketing et de vente. Alors c'est facile à dire, donc isolé de cette façon, mais si on prend la perspective client qui progresse, il a un problème à résoudre, en particulier dans le B2B, et il progresse à travers son parcours d'achat, entre le moment où il prend conscience de son besoin ou de son envie, jusqu'au moment où, mettons, il reçoit sa première facture, qui est typiquement la fin de ce qu'on appelle le parcours d'achat. Eh bien, si on plante ce décor et on emmène des équipes dans la cartographie du parcours client, et on le fait de façon collaborative, où chacun apporte sa pierre à l'édifice, eh bien, tout de suite, les équipes vont prendre conscience de leur contribution à l'atteinte de l'objectif du client. Non pas des leurs, mais du client. Et donc cette pirouette, alors c'est aussi un moyen d'être beaucoup plus orienté client et de prioriser un certain nombre de choses, mais dans notre contexte ici, afin de favoriser la relation, la collaboration entre l'équipe commerciale et marketing, eh c'est un excellent moyen d'aligner les équipes et surtout de leur donner du sens, Marine. Je te remercie, Olivier. Donc, en plus de notre sondage, on voit d'autres sources qui soulignent l'absence d'alignement entre ces deux départements. Je pense entre autres à TAS Group qui a révélé qu'en moyenne, les commerciaux ignorent 50% des deals transmis, des opportunités transmises par le marketing. Et selon Marketing Sherpa, une autre étude, 56% des entreprises B2B vérifient la validité, la qualité des leads avant de les transférer au département commercial. Olivier, ta réaction sur ces chiffres, sur ces études? C'est presque choquant. Et lorsque j'entends ces chiffres, ces performances-là, je me demande, est-ce que dans ce contexte, l'équipe commerciale, est-ce qu'elle a bien décrit ce qui, pour elle, constitue un bon lead? Première question. Quelles sont les informations pertinentes et nécessaires à pouvoir aider le client à ce stade du parcours, hein, et comment est-ce que nous, collectivement, on peut y arriver ensemble? Est-ce que les deux équipes ont convenu d'une façon de piloter leur performance, sur quels sont leurs critères de succès et comment travaille-t-on ensemble? Ce sont les 2-3 questions que spontanément que je me pose. Elles sont légitimes et pourtant, on a des sondages intéressants qui montrent que l'alignement de ces équipes est fondamental et profite à l'entreprise. Je me rappelle, il y a quelques années, des recherches de LinkedIn qui ont montré que les entreprises avec un bon alignement étaient 67% plus efficaces dans la clôture des affaires en cours,
58% plus efficaces dans la fidélisation des clients et qui ont généré en moyenne plus de 200% de revenus grâce à leurs efforts marketing. Donc, les avantages d'un mode d'alignement sont plutôt clairs, hein. Les entreprises qui sont prêtes à faire des efforts et à adopter une stratégie adéquate ont plus de chances de réussir. Donc, on peut se poser la question de l'impact d'un mauvais alignement. On a déjà évoqué les raisons pour lesquelles la collaboration et l'alignement entre les départements est plus important que jamais. Passons à présent à l'impact d'un manque d'alignement. D'ailleurs, il serait très intéressant de révéler les symptômes les moins connus et qui peuvent se cacher à la vue de tous. Alors, Olivier, quels sont les signaux d'alarme, les symptômes auxquels les professionnels doivent prêter attention? Ils sont, voilà, sur ce transparent, vous pouvez en voir, c'est intéressant. Alors, ça paraît évident, mais si vous ne les avez pas dans votre pilotage continu dans l'entreprise, eh bien, tous ces indicateurs, ces signaux faibles, vous ne pourrez pas les détecter. J'aimerais parler des coûts tout d'abord, qui, donc, en conséquence de ce dont on vient parler, peuvent apparaître ou croître. Donc, apparaître ou croître. Donc, un coût d'acquisition en hausse, clairement, un cycle de vente qui s'allonge. Et là, il s'agit, lorsque je parle de cycle de vente qui s'allonge, mais de savoir qu'est-ce qu'est c'est pas de notre point de vue, hein, bien sûr, que on va déterminer quel est le temps pertinent, mais c'est du point de vue du client. Avec quelle rapidité doit-on aider à boucler le cycle de vente? Des prévisions de vente inexactes aussi, ça c'est intéressant de savoir sur la base, on collecte des informations et on essaie de faire des prévisions pertinentes. Visiblement, les informations qui nous ont permis de faire nos prévisions n'étaient pas exactes ou n'étaient pas suffisamment complètes. Des investissements inefficaces, ce qui est très très lié d'ailleurs, et un coût par lead qui augmente. Donc ça, c'est en termes de coûts des choses qui sont intéressantes d'observer en continu, encore une fois, et de façon avec une fréquence très élevée. On peut avoir aussi à l'interne une perte de talent, donc augmentation de l'attrition, réduction de l'engagement des collaborateurs. On peut, dans les comptes, constater aussi une réduction de notre marge, un manque de réactivité des entreprises. Hein, est-ce qu'un client a besoin d'appeler plusieurs fois pour avoir quelqu'un ou d'envoyer plusieurs mails pour avoir une réponse? Pire encore, alors c'est pas sur ce transparent, et c'est difficile à mesurer, c'est parce que c'est invisible, mais ça peut, un signal faible, c'est le bouche à oreille négatif, qu'il s'agit aussi quelque part d'essayer de déterminer, de déceler, parce que le bouche à oreille négatif est en fait une manifestation de vos clients qui vont détourner des contacts, des amis, de la famille, des prospects, en gros, vers vos concurrents. Et ça, c'est un gros problème. Donc, pour comprendre la performance du duo marketing et donc déceler ces signaux faibles, Marine, il faut mesurer tous ces aspects-là que je viens d'évoquer, en continu et surtout ensemble. Juste un dernier point, peut-être, qui n'est pas non plus sur le transparent, mais lorsqu'on a des clients qui partent ou qui viennent d'acheter ou qui ont tenté d'acheter et qui ne l'ont pas fait, il est aussi très très intéressant de faire des entretiens avec ces clients afin de déceler quels sont les facteurs, les choses qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné. Je te remercie, Olivier. Alors, on a identifié les causes les plus courantes des problèmes d'alignement, à savoir une communication insuffisante entre les équipes, on en a beaucoup parlé, des équipes motivées par des objectifs et des indicateurs de performance différents, et un cloisonnement des informations entre les équipes. On a aussi rassemblé quelques conseils sur la manière d'identifier l'impact d'un manque d'alignement sur le parcours client, depuis l'acquisition à la fidélisation. On a aussi présenté quelques symptômes cachés à connaître et merci Olivier pour ces informations. Donc pour la dernière partie de ce webinaire, je pense qu'il serait intéressant de présenter la formule magique qui fonctionne. Alors elle n'est pas magique malheureusement, mais en tout cas elle fonctionne. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous invite d'ailleurs à réagir dans le chat avec vos questions ou tout simplement vos réactions.
Alors, d'après notre enquête toujours, on a demandé cette fois à nos spécialistes de nous donner les facteurs clés d'un bon alignement. Et donc là, on voit apparaître dans une première partie une technologie intégrée pour les équipes commerciales et marketing. Ensuite vient la communication, donc une communication solide et régulière entre les départements et un accord sur les objectifs et les indicateurs clés de performance, donc des indicateurs communs. Donc, l'objectif à la fin de ce webinaire, c'est que vous partiez avec au moins 3 idées pour aligner les équipes marketing et commerciales. Et Olivier, je te laisse présenter la première idée. Avec plaisir. La première idée, c'est d'être, il me semble, clair sur ce que l'on cherche à faire. D'accord ? Et du coup, se poser les bonnes questions en commun et pouvoir y apporter des réponses. D'où vient le client? D'où vient le client, c'est de quel canal, quel est son souhait, que souhaite-t-il? Est-ce qu'il a un besoin? Est-ce qu'il a une envie? Essayez de qualifier précisément d'où vient le client. Que cherche-t-il à faire? Et de qualifier cela, encore une fois, de façon la plus précise possible. Et pourquoi? Quel est son motif? Donc, selon Gartner, ce que l'on a constaté, on le montre sur le graphique qui est ici, on constate que 36% des entreprises n'ont pas la même définition, enfin 36% des entreprises sondées par Gartner nous disent que leurs équipes commerciales et marketing n'ont pas la même définition d'un lead. Donc vous voyez à quel point on a un problème de taille. Du coup, c'est pour ça que je vous suggérais ces questions. D'où vient le client? Que cherche-t-il à faire? Et pourquoi? Donc les réponses vont nous aider dans l'entreprise, donc les deux équipes commerciales et marketing, à définir qui fait quoi, quand, au sein des deux équipes, mais également et surtout qui passe le relais à qui. On a vu que dans le domaine du B2B, on a au moins 10 interlocuteurs potentiels qui rendent le parcours assez sophistiqué et complexe, et du coup, la passation d'informations, le passage de relais est vraiment très important et doit se faire de façon fluide, rapide, mais complexe. Donc, c'est un modèle de collaboration sur la base de ces questions qui est créé, et il s'agit ensuite de faire en sorte que on détermine, on crée les bons, on trouve les bons indicateurs pour en mesurer l'efficacité. Donc, idéalement, comme on l'a vu tout à l'heure, ces indicateurs sont utilisés comme objectifs et objectifs partagés à travers les équipes. Donc, voilà la première idée, c'est d'être très très clair sur les questions qu'on se pose, la définition d'un lead et quel est le problème que le client cherche à résoudre. Sur la deuxième idée, et là, il s'agit de quelque chose qui est peut-être plus soft et où on est plus dans l'orchestration. Donc, on était peut-être sur le quoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire, et là, c'est plus sur le comment allons-nous y arriver. Donc, il s'agit d'établir une communication continue à travers les deux équipes et à travers des rituels très fréquents et pluridisciplinaires. Alors, très fréquents, tout est relatif. Je constate donc on avait des rythmes qui étaient traditionnellement hebdomadaires dans certains cas, pas la majeure partie. La majeure partie, c'était plutôt toutes les 2 semaines, voire tous les mois. Et aujourd'hui, on considère que la méthode agile, avec des collaborations très courtes ou des rencontres très courtes, mais avec un cadencement très élevé, genre 2 fois par semaine, eh bien, nous permet d'être beaucoup plus agile. Et on n'a pas besoin de se rappeler, ah mince, il y a 2 semaines, de quoi s'est-on parlé, où est-ce que j'ai mis mes notes, c'était quoi mon action, etc. Puisque on agit en continu. Je souhaite aussi souligner que les clients ont des attentes assez spécifiques, assez particulières, qui changent d'ailleurs selon les segments et les personas au sein de ces segments. Donc, il faut être très très clair sur les attentes, les définir de façon très très précise, de sorte que l'on puisse répondre de façon pertinente, de façon simple et personnalisée.
le rituel, enfin le cadencement des rituels et sa fréquence est aussi très important parce que les besoins des clients changent de plus en plus vite. Et du coup, il faut savoir très très rapidement adapter notre réponse. Dernière chose sur la communication entre les équipes, il me semble important qu'il y ait des retours d'expérience, en particulier de l'équipe commerciale vers l'équipe marketing. On peut parler, alors je sais que ça va faire dresser des oreilles, mais c'est l'équipe commerciale est un peu cliente de l'équipe marketing, puisque le lead va aller du marketing en amont de la phase d'achat vers l'équipe commerciale en aval de la phase d'achat. Et du coup, il est important qu'il y ait ce partage d'expérience qui soit informel, mais qui soit aussi fait sur la base d'un rapport de performance qui soit établi en commun. Donc, on a des indicateurs, eh bien, partageons l'atteinte l'atteinte des objectifs, essayez de le faire de façon collaborative, co-construite, de sorte qu'il n'y ait pas de débat. Et enfin, pour donner de la perspective et revenir dans un contexte qui est réel, dans la réalité du client, il me semble important que dans cette communication, on partage des verbatim clients et des cas d'études. Ça aide à donner beaucoup plus de concret, de tangibilité à cette communication. Voilà, Marine, pour la deuxième idée. Est-ce que tu peux nous aider sur la troisième idée qui est comment avoir une plateforme commune et utiliser la technologie de façon simple? Je te remercie, Olivier. Oui, la technologie peut effectivement être très utile, c'est ce qu'on va voir. On a vu que la communication est clé, on en parle beaucoup depuis le début. Ça dépasse les équipes elles-mêmes. Cette communication doit être visible et possible dans les outils que vous utilisez au quotidien. Amplifier l'intégration, la transparence, les flux d'informations. D'ailleurs dans les deux sens, étant donné que Sugar CRM fournit à la fois la plateforme marketing et commerciale, on est très fiers de nous assurer que la communication et l'intégration entre les deux produits, donc les deux départements, est rapide et complète. Quand quelque chose se passe dans Sugar Market, il sera poussé vers Sugar Sell en quelques minutes. Et on va jeter d'ailleurs un coup d'œil. Donc, les entreprises doivent exploiter le potentiel des données de leurs clients pour créer, on a parlé beaucoup d'expériences clients, mais là, du coup, ça permet effectivement de créer des expériences qui répondent aux nouveaux besoins des clients, souvent non satisfaits, et en constante évolution d'ailleurs. Et donc, avec des bonnes intégrations et des bonnes solutions mises en place, on a un alignement qui est possible et donc un alignement optimal. Alors, tu as dit, Olivier, tout à l'heure que les commerciaux n'avaient, d'ailleurs, ça vient pas que de toi, mais d'une étude, que les commerciaux n'avaient que 5% du temps d'un prospect pour vendre. Donc, du coup, il faut pas se rater. Et c'est pour ça que dans Sugar, on utilise nos propres marques pour atteindre cet alignement optimal. Les informations sont automatiquement agrégées dans le CRM à partir de notre plateforme d'automatisation du marketing et vice-versa. Donc, un lead qualifié qu'on appelle MQL dans notre jargon, qui est créé, est acheminé vers le responsable commercial concerné dans Sugar Sell. Donc, Sugar Sell, c'est notre CRM. Alors, qu'il s'agisse du service commercial ou même marketing, chacun peut accéder au dossier des leads contenant les informations pertinentes. Donc, il ne s'agit pas d'informations sur l'entreprise. Alors, pas seulement, c'est aussi, par exemple, des points de contact recensés dans le parcours de chaque prospect qui vont amener à devenir un lead qualifié. Et c'est ce qui va constituer d'ailleurs la plus grande partie du parcours client. Alors, les outils d'automatisation du marketing sont capables de récupérer des quantités considérables de données pertinentes. Et donc, grâce à l'intégration de Sugar Market et de Sugar Sell, les équipes peuvent avoir une vue d'ensemble claire du profil d'un client, automatiquement agrégée et mise à jour à tout moment.
Donc, du coup, l'accès aux bonnes données permet la personnalisation dans les échanges commerciaux, qui va être très importante, ce qui va pouvoir enrichir le niveau de service entre votre entreprise et vos clients potentiels. Donc, il s'agit du fondement d'une expérience client réussie. Alors, sur cette diapositive, on a une capture d'écran de l'enregistrement des leads dans SugarCell, donc notre CRM, qui montre comment Sugar Market peut enrichir cette fiche. Donc, il s'agit d'une vue d'un lead généré à partir d'une demande de devis, donc l'envoi de formulaire, via l'envoi de formulaire. Et donc, notre outil de marketing automation a permis de lui attribuer un score qui permet de le convertir en lead qualifié, en MQL, prête à être exploité par le commercial. Donc, par exemple, en début de parcours client, on va avoir des informations en provenance du marketing principalement, avec des informations comme le nom de la société, son effectif, la source du lead, les détails de la source du lead, ce que veut le prospect. Et tous ces éléments, d'ailleurs, sont bien sûr personnalisables. Et ensuite, c'est au tour du département commercial de renseigner le statut du lead, les prochaines étapes, les commentaires et notes prises lors des différents échanges avec le prospect. Et à tout moment, les informations commerciales ou marketing sont accessibles depuis n'importe où. Quand je dis n'importe où, donc on peut avoir accès à l'application depuis le web, donc depuis notre laptop, mais aussi sur notre mobile, notre smartphone, depuis une tablette. Et donc là, c'est vrai que c'est quand même très pratique d'avoir ces informations disponibles à tout moment. Donc, la technologie peut aider et il est plus facile de s'aligner lorsque les deux équipes ont les yeux rivés sur les mêmes objectifs. Alors, pour conclure, moi, je suis plutôt d'accord avec le titre de cette slide, l'union fait la force. Et comme dit le dicton, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, avec un bon alignement, les équipes sont plus efficaces. Et pour y parvenir, on l'a dit tout à l'heure, il faut une bonne communication entre les départements, avoir des objectifs communs avec des outils adaptés et partagés. On a du coup, on parlait d'orchestre, Olivier, j'ai bien aimé cette image. On a du coup un orchestre qui partage les mêmes partitions sans cacophonie possible et avec des résultats prouvés et qui participe à la réussite de votre entreprise. Olivier, quelques mots pour conclure? Oui, alors ça va faire écho à ce que tu viens de dire, Marine, mais c'est, à mon avis, la clé du succès, elle peut se trouver dans la combinaison de deux pistes. La première, c'est de travailler sur la base du parcours client, comme tu l'as aussi évoqué. Ça donne du sens. Et chacun, ayant du sens et voyant à quel point un client est en train d'essayer de résoudre son problème, eh bien, chacun, connaissant ses compétences et ses capacités, eh bien, pourra s'inscrire dans un modèle de travail, de collaboration pour aider le client à atteindre son objectif. Donc ça, c'est la première chose, c'est utiliser le parcours client pour donner du sens. Et la deuxième chose, c'est un outil de pilotage, partager des objectifs, mesurer ces objectifs en continu à travers des rituels de rencontres. On peut appeler ça des rituels de rencontres de pilotage de performance, mais on peut trouver un intitulé beaucoup plus amical, je suppose. Et du coup, en combinant ces deux choses, le duo marketing et vente pourra améliorer l'expérience client par une collaboration beaucoup plus fluide et synchronisée, et qui va générer, comme je l'ai dit au départ, un cercle vertueux de croissance par le fait que les clients vont acheter davantage, vont revenir, vont vous recommander, et surtout, puisqu'ils ont ce que l'on constate lorsqu'il y a une expérience meilleure, c'est que les clients coûtent moins cher. Donc voilà mon résumé et les deux, trois idées que je souhaite partager en conclusion. Merci Olivier. Merci à tous les deux. Merci Charline, merci Olivier. Alors, comme je pense que tu t'apprêtes à le dire, Marie, nous allons prendre quelques questions. Il nous reste quelques minutes avant de conclure ce webinaire du jour. Alors, j'en ai vu quelques-unes arriver au cours de la session, donc je propose de les lire et puis je vais essayer de vous les adresser à vous respectivement, Marine et Olivier. La première,
Alors, c'est bien beau tout cela, Olivier, mais comment fait-on quand on travaille avec des partenaires extérieurs? C'est une excellente question parce que de plus en plus, on travaille en écosystème. D'accord? Donc, lorsqu'on livre une expérience, un service ou un produit qui comprend la phase d'achat, de plus en plus, soit on le fait par des canaux indirects, soit on a des partenaires qui contribuent à construire une offre d'ensemble. Et du coup, on a besoin de travailler de façon très, très liée, très, très proche avec des partenaires pour que l'expérience, notre alignement entre le marketing et les ventes, soit aussi le même, aussi fort, avec nos partenaires et entre nos partenaires. Donc, c'est une question qui est très, très juste. Comment le faire? Je souhaite réitérer mon commentaire par rapport au parcours client. Cette cartographie, j'ai dit, et je vais peut-être corriger un peu ce que j'ai partagé pendant le webinaire, c'est que la cartographie du parcours client, sa construction, plutôt que de la faire uniquement avec nos collaborateurs, nos collègues du marketing et des ventes au sein de l'entreprise, si vous avez des partenaires, eh bien, incluez-les dans cette phase de cartographie et cette co-construction d'un modèle de travail. Techniquement, dans le design de service, on parle de blueprint de service, qui est comment est-ce que l'organisation, pas seulement interne mais aussi externe, s'articule, s'orchestre pour livrer l'expérience souhaitée. D'accord? Donc c'est un peu de jargon que je viens de partager avec vous, c'est un peu sophistiqué, mais il s'agit de collaborer avec nos partenaires externes dans la cartographie du parcours client. Donc, que se passe-t-il? Et soyons clairs, est-ce que c'est le parcours existant ou le parcours cible, celui qu'on souhaite créer, dans le cadre d'innovation ou d'amélioration? Et ainsi, vous créez un modèle de collaboration et de travail ensemble. Et puisque c'est fait en mode collaboratif, eh bien, il y a beaucoup plus d'appropriation et du coup, beaucoup plus de conformité. Voilà, Charline, c'est la réponse à la question. Merci, Olivier. Alors, j'en ai une autre, peut-être plutôt pour toi, Marine. Quelles sont les exigences du système? Les exigences du système, on n'en a pas vraiment. Peut-être le cloud. C'est vrai que Sugar Market et Sugar Sell sont disponibles sur notre cloud, sur Sugar Cloud, mais j'en vois pas d'autres. D'accord, merci, c'était rapide. C'était rapide. Une autre dans la foulée. Est-ce que Sugar Market supporte les clients internationaux? Alors oui. Sugar Market est disponible dans le monde entier. On a d'ailleurs plusieurs références qu'on pourrait partager avec vous et on supporte d'ailleurs plusieurs fuseaux horaires. Oui. Très bien. Je pense que c'est encore se concentrer sur Sugar Market. La question, c'est de un peu comprendre quelles sont les capacités d'intégration de tierces parties qui sont disponibles avec Sugar Market. Tu pourrais élaborer un petit peu? Alors, on a des intégrations qui seront comprises dans Sugar Market et d'ailleurs sans coût supplémentaire. Je pense à nos outils d'optimisation du référencement, les intégrations avec Google Ads, avec les lecteurs vidéo, la bibliothèque d'images de stock, voilà, les rapports avancés, la business intelligence. Qui est beaucoup demandé par nos clients, et l'intégration évidemment avec le CRM. Donc, j'ai pas la liste exhaustive, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut partager via email ou pendant un échange téléphonique. Très bien, merci. Je vois qu'on a une dernière question que je vous propose d'aborder, puis nous allons conclure. Il s'agit de savoir combien ça coûte. Ça me semble être une question très pragmatique. Est-ce qu'on peut y répondre rapidement? J'aime beaucoup cette question. Bon, elle est légitime en même temps. Donc, nos prix sont publics et sont affichés d'ailleurs sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Pour information, Sugar Market, la tarification de Sugar Market se fait au nombre de contacts, alors que pour Sugar Sell, c'est plutôt au nombre d'utilisateurs. Mais encore une fois, je serais ravie d'en discuter avec vous. Alors, n'hésitez pas à nous contacter à la fin de ce webinaire. Voilà pour ma réponse. Merci. Alors, je vous propose de passer au dernier. Merci à tous pour les questions et merci à vous, Olivier et Marine, pour les réponses. Je propose qu'on regarde les deux dernières diapositives virtuelles.
Donc, on voulait vous donner 2 ressources avant de partir aujourd'hui. Si vous voulez continuer à explorer le sujet, on a des e-books aussi qui sont disponibles sur notre site francophone sur voilà, stratégie SIX et pourquoi ça fonctionne pas ou comment on peut démanteler les silos. Donc, n'hésitez pas à les consommer entre guillemets à votre rythme en ligne. Et sur ces mots, je vous propose, voilà, je vous remercie, Olivier et Marine, pour cette discussion très interactive. Merci à vous. C'était très intéressant, un sujet qui nous concerne et qui est d'actualité. Merci, Olivier, pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Marine et Charline. C'était un plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.